l'entrée. Une chambre à l'ancienne, enfin plutôt maison à l'ancienne. Pas mal, ils ont même laissé le sol en terre battue. En tout cas, c'est bien fait. C'est beau. La table là. Tu veux pas passer hein, par là, c'est condamné, Minet. On ne passe pas. Alors vous êtes de quelle région avant qu'on je dise des bêtises sur votre quartier? Notre-Dame de la Salette, ça vous parle ou pas? Pas trop, non. C'est un sanctuaire qui est à côté d'ici, à 14 km. C'est le deuxième lieu de pèlerinage de France après Lourdes, mais sans les vendeurs de Tour Eiffel sur le parking et avec des panoramas somptueux. Ok. Voilà, non mais je vous invite à aller là-haut, c'est magique. Et en ce moment, si vous avez un temps de curé comme ça, on voit jusqu'au bon Dieu, il y a une compagnie de vautours et 2 couples d'aigles. C'est vraiment magnifique. Alors pourquoi je vous parle du sanctuaire? Tout simplement parce que l'histoire de la distillerie est liée au sanctuaire. En 1846, il y a eu 2 bergers, Maximin Giraud et Mélanie Calva, qui ont eu la révélation de la Vierge, et on est dans la maison natale de Maximin. J'ai vu la maison en haut. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand il vient s'installer ici, il crée la première distillerie en 1865 avec la liqueur de la Salette. Et vous avez l'affiche de l'époque, la page Facebook de l'époque. Sur la porte. À son décès, l'affaire tombe complètement dans l'oubli jusqu'en 1961, 85 ans après, où la personne qui rachète la bâtisse pour en faire un lieu de stockage, en nettoyant, découvre les documents et le matériel de Maximin et décide de redémarrer l'activité de la distillerie. Ah, c'est cool. Et il va l'appeler la Salettina, et vous avez les premières bouteilles qui sont derrière vous sur l'étagère, la Salettina jaune, verte et blanche. Ok. Alors les couleurs, c'est les couleurs traditionnelles des licoristes de France et de Navarre. Dès lors, on a une même liqueur à 3 degrés différents. Le jaune, c'est le plus doux, le vert, le moyen, et le blanc, le plus fort en degré d'alcool. On va retrouver ça dans l'Isara, la Chartreuse, etc. Ah ouais. On est minuscule, on fait 10 000 bouteilles par an. C'est ce que fait nos amis de la Chartreuse en 3-4 jours. Voilà. On n'est pas dans le modèle économique non plus, ouais, on se prend bien avec eux. On ne fait pas de démarchage commercial, on ne travaille pas avec les grandes surfaces, on choisit nos clients. Notre meilleur ambassadeur, c'est nos produits, donc un bouche à oreille extrêmement puissant. Et on est reconnu un peu de partout parce que on a eu des surprises par nos clients, dont un qui était chez les Cosanguins qui se reproduit sur une île, chez les Britanniques. Qui a fait que la London Spirit Competition, qui est la plus grande compétition mondiale de spiritueux, nous a sollicité pendant une année pour qu'on soit présent là-bas. On en a eu marre, on a envoyé nos génépies macérées distillées, et puis on est revenu de vacances et on a eu la surprise d'être médaille d'or et médaille d'argent. Suite à ça, les clients nous ont dit il faut aller faire d'autres trucs, ça nous permet de valoriser les produits qu'on vend de chez toi. On a fait Francfort en présentant le Cassis qui est revenu médaille d'or, Bruxelles qui est revenu médaille d'argent avec la Vulnéraire, l'Aquila qui est revenu médaille de bronze. Et l'année dernière, on a créé une liqueur qui s'appelle la Vulturis. Et les 3 loulous pour qui on a fait ça nous ont pas informés, mais ils ont présenté la Vulturis au concours international de Paris. Et elle est revenue comme meilleur spiritueux de l'année 2024. Donc a priori, c'est pas mauvais. Vous pouvez voir ces reportages sur YouTube puisque toutes les télés sont venues, mais les seuls avec qui je ne paye pas, c'est France 3 qui ont mis en libre de droit. Alors le premier reportage, ça concerne la distillerie et vous voyez l'alambic en cours de travail, puisqu'il ne travaille que 4 fois dans l'année, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et
le deuxième concerne la genèse de la Vulturis. Alors ici, on travaille en macération et en distillation. La macération, ça va concerner les fruits rouges et les plantes. Les fruits rouges, ça va être le cassis et la framboise. Ça va être des fruits que j'achète chez Valérie à côté, à Chabot. Alors elle fait des transformations en confiture hein, pour son magasin et ses marchés, donc on n'en a jamais un gros volume. Pour 55 kg de fruits, c'est le maximum que je peux avoir chez elle. Je ne fais que 130 litres de liqueur. C'est 48% de matière première. C'est pour ça que la framboise, je peux vous en parler, mais il n'y en a plus, puisque fin mai, on met en bouteille, et le 10 août, il y en avait plus cette année. Les gens réservent d'une année à l'autre. Ils savent que s'il n'y en a pas, c'est que le fruit ne me convenait pas, et voilà, il faut que le fruit je le goûte, etc. Et que j'en ai assez. Et le cassis, ben, on le met fin juin, début juillet en bouteille, et il sera, je dirais, épuisé normalement fin septembre, mi-octobre, voilà. Pour les... Mais le cassis, il nous en reste, donc vous pourrez le déguster. Ah bah oui, j'aimerais. La framboise aussi m'intéressait, c'est dommage. Mais le cassis passera aussi. Hein. Que pour vous donner des regrets, je crois qu'il reste peut-être une mignonnette ou deux, mais... Bah, de toute façon, j'ai pas d'argent sur moi, là, donc je pourrais pas vous en prendre. Peut-être une prochaine fois, je pense. Et donc, le cassis, voilà. Pour les plantes, ça va être l'hysope que je vais aller cueillir à côté de chez moi. La vulnéraire qui ne pousse qu'à 2 endroits, un petit peu dans les Pyrénées, mais surtout dans le parc du Massif de la Chartreuse. Et là, c'est un cueilleur qui a l'autorisation de cueillir dans le parc, et en plus, ça, c'est une plante protégée. Et le Génépi des Alpes, qui est une appellation protégée par une IGP. On n'est que 13 en France à avoir l'autorisation à utiliser cette appellation. Et on va devoir respecter des règles extrêmement strictes. La première étant qu'on soit avec des cueilleurs agréés certifiant l'origine du Génépi, puisque là, j'ai un document que je fournis à la DGCCRF en cas de contrôle. Ensuite, alors le nôtre est cueilli entre 2007 et 3000 mètres d'altitude. C'est du Génépi de très haute montagne, on cueille mi-juillet en général. Ensuite, qui est au moins 50% de Génépi dans les fabrications. Chez nous, c'est 100% de Génépi, on ne fait pas autre chose. Si on fait de la macération, 28 jours de macération avant la mise en vente du produit. Dans notre cas, nous sommes à 3 ans minimum en fût avant d'arriver peut-être en bouteille. C'est celui-là qui est médaillé d'or. Et ensuite, il y a un test gustatif à l'aveugle, et si ce test n'est pas positif, on perd l'IGP. Il n'y a pas de tacite reconduction. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de défendre cette IGP. Alors on va parler de la macération. Je reviens avec mon Génépi frais, et je l'ai mis à macérer pendant plusieurs années, et à un moment donné, il faudrait que je remplisse le fût qui est derrière vous. Et pour ça, je vais devoir vider un fût du 2e étage dans la salle des fûts, pour le remplir ici. Et pour ça, je vais brancher un tuyau sur le fût qui m'intéresse là-haut. Et ensuite, ça va passer au premier par un filtre en coton, et ça va arriver par un tuyau. Voilà, ouais, je voyais des tuyaux un petit peu partout. En très haute technologie, ça sera ce tuyau-là. Et une fois que tout le Génépi, la liqueur est dans le fût, je récupère tous les brins de Génépi dans des bidons blancs comme ça, pour les mettre ensuite à la main dans les bouteilles, ce qui permet d'avoir la traditionnelle présentation du Génépi macéré. Ça n'apporte rien, l'alchimie se passe dans les fûts. La distillation, ça va être comme un parfumeur. Je vais créer un extrait qui est tellement puissant qu'avec très peu d'extrait, je vais faire énormément de volume de liqueur. Et je vais distiller le Génépi des Alpes et la Salettina. Alors le Génépi des Alpes, c'est du Génépi, mais la Salettina, c'est 21 plantes, il y a du Génépi, mais 20 autres plantes que je vais aller cueillir sur le territoire. Et une fois que j'aurai ces plantes, je vais les faire sécher, je vais les distiller. Et pour ça, alors dans le reportage de France 3 que vous voyez sur YouTube, où on voit l'alambic, il tourne que 4 fois dans l'année, je vais faire 2 fois 36 litres pour le Génépi et 2 fois 36 litres pour la Salettina. Je vais placer mes plantes ici dans la cuve de l'alambic avec ma recette d'alcool. Le col de cygne va être replacé ici, ça va être l'échappement sur le refroidisseur, ça va être fermé hermétiquement. Une fois que ce circuit est fermé hermétiquement, on met en chauffe, et le col de cygne a été à son origine modifié pour recevoir de l'eau froide en permanence, ce qui va permettre aux vapeurs alcooliques, quand elles vont monter, de se condenser et retomber. Ça va durer à peu près 2h30 avant que les premières vapeurs s'échappent ici. L'objectif de ce cycle est de charger au maximum, de concentrer au maximum les arômes des plantes dans les vapeurs alcooliques. Une fois que ça arrive ici dans le refroidisseur, lui aussi est alimenté en eau froide en permanence. Et ce tuyau qui descend en serpentin dans le refroidisseur
va condenser cette vapeur en liquide et en sortie, j'ai un alcoolat, il va titrer entre 80 et 90 degrés, mais il va être surtout extrêmement puissant en arôme de plante. Ça va être concentré. Une fois que j'ai mes 72 litres d'alcoolat, je le stocke dans mon fût d'alcoolat qui n'est jamais vide. Il contient toujours 40-50 litres de réserve des années précédentes. Tout simplement parce que d'une année à l'autre, on va avoir des puissances aromatiques des plantes qui varient. C'est la nature avec les météos et divers événements. Et donc on va homogénéiser cet alcool-là en mélangeant les alcoolats les années les unes sur les autres. Donc en fin d'été, j'ai fait mes 4 distillations et j'ai plus de 110 litres de réserve pour le génépi ou la salétina. Maintenant que j'ai mon alcoolat, je vais fabriquer, alors il titre entre 80 et 90 degrés en taux d'alcool, mais il est extrêmement concentré en arôme. Une fois que j'ai mon alcoolage, je fabrique ici dans le conge ma liqueur avec 3 ingrédients, l'alcool issu de la distillation, de l'alcool à 96 degrés que j'achète qui est neutre, qui n'a aucune saveur, et du sirop que je fabrique ici avec de l'eau de source, du miel qui vient d'un apiculteur fou qui est à côté de chez nous. Il a été fait chevalier de l'ordre du mérite agricole pour son apport en connaissance en apiculture, c'est un grand monsieur, et du sucre de chez M. Béguincé, qui est des champs de sac à sucre quelque part ailleurs. Une fois que j'ai fait mon sirop, je l'assemble ici avec l'alcool et l'alcoolat et je vais avoir fabriqué 200 litres de liqueur. Tout à l'heure, j'évoquais le travail du parfumeur. Pour faire 200 litres de Salétina ou de cuvée Napoléon, je vais utiliser seulement 4% d'alcool. C'est-à-dire qu'avec 8 litres, je fais 200 litres. Donc en ayant une réserve de 110 litres en fin d'été, j'ai de quoi faire une année et demie, 2 années sans distiller, sans avoir besoin, puisque je ne fais pas plus de 5000 litres ou 6000 litres, je ne les fais pas. Donc il n'y a pas nécessité à distiller toute l'année. Une fois que c'est bien mélangé, on monte tout ça au 2e étage avec une pompe électrique. Ça peut rester 1 an, 10 ans, ça n'a aucune importance, c'est totalement stable. Par contre, c'est issu du vivant, il y a plein de particules qui se mettent en suspension et on est obligé également de passer par l'étape de filtration pour avoir des liqueurs transparentes dans les bouteilles. Ça, c'est l'aspect gaulois qui veut que vous voyez trouble après, pas avant. Donc, on respecte ces vieilles traditions ancestrales. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, c'est mieux. Ah, non, en vrai, c'était très... c'était bien expliqué. Donc après, on fait des apéritifs. Par exemple, on fait la Florentine, qui est un très beau vin blanc de mon village du Luberon, d'un très beau domaine, dans lequel je mets des fraises, des framboises et d'autres ingrédients à macérer, ce qui donne un apéritif à 16 chevaux qui est très agréable, très frais. On va faire le Morito des Alpes. Là, ça fait 18 degrés, c'est du génépi des Alpes, de la menthe sauvage de mon terrain, du sucre de canne, du citron bio. Et on dit 2 tiers de Morito, 1 tiers de San Pellegrino, servi frais. Il s'avère que la clientèle oublie rapidement le San Pellegrino, mais bon, ça j'y peux rien. Les calissons au génépi, alors c'est les calissons du midi, moi je suis de là-bas. Et là, c'est un maître confiseur à qui on place notre génépi et il nous fabrique ces calissons comme on les faisait avec les recettes il y a 30 ans en arrière, qui sont assez magiques. Voilà. Après, si vous souhaitez, on va passer à l'étage du dessus et vous pouvez déguster les produits. Ouais. Donc avec huile d'alcoolat, verdict. C'est bon, c'est pas bon? Oh. C'est pas prêt. Si, c'est très bon. Qu'est-ce qui vous a surpris? Parce qu'au départ, ça se passait bien. Ouais, non, au départ, puis d'un coup, vers la fin, il y a un truc d'un coup qui est venu. Je saurais pas dire. Alors là, c'est la Salétina verte. Il y a les 3 degrés, le jaune, le vert et le blanc. Ouais. La verte, c'est celle du milieu. C'est la plus civilisée. La jaune est très douce, trop sucrée à mon goût. Mais on a toute une population qui vient d'Amérique du Sud, péninsule ibérique, Italie. Ce sont des becs sucrés qui aiment bien les choses assez douces. Là, c'est très digestif par contre. Vous buvez quoi d'habitude comme liqueur? Les noms, c'est dans les restaurants qui nous servent des moments en fin de repas. D'accord. Là, ça faisait 45 chevaux. Ok. Et celle-là, attendez? 40. Ah, c'était 40. Bah oui. Ok. Ouais, c'est vraiment le truc. Alors là, je vais vous faire goûter celle que vous ne pouvez pas avoir puisque on est en cours de fabrication, ça va être mis en bouteille. C'est celle qui a été élue liqueur de l'année. Ah si, ouais. C'est doux, hein? Vous êtes monté à 48 là. Ah ouais? Plus on monte, plus c'est doux. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai bien fait mon travail, normalement une bonne liqueur doit vous amener des saveurs en bouche et non pas le goût d'alcool ou le goût de sucre.
Oui, c'est... C'est le travail. Il faut qu'en vous levant de table, vous vous dites à moi les murs, la terre m'abandonne. C'est ce que j'ai fait de mieux. Ok. Là, vous allez goûter maintenant un apéritif. Alors ça, c'est l'apéritif, le Morito des Alpes. On va finir par la Florentine et le Cassis. Ça, c'est à la framboise. Ah. Là, ça fait 16 degrés. Et c'est celui qui est en rupture d'estomac. Non, ça, l'apéritif, il y a. C'est la liqueur qui est en rupture. Ok, d'accord. Et on finit par le Cassis, et après, je vous fous l'après. Je préfère celui-là. C'est une liqueur, vous êtes à 23 degrés. L'autre, c'était... Alors, je vais vous faire goûter la framboise. Donc, il n'y a plus de bouteille, à part peut-être une mignonnette, je suis même pas sûr. Vous allez pour voir pourquoi les personnes se l'arrachent. Vous avez compris? Ah la vache. Je sais que j'aime la framboise de base, c'est pour ça, c'était dommage. Mais... Ah ouais, si, il est bon. Même mieux que ça. Au final, oui, il a été battu. La framboise très est tellement explosive au niveau saveur. Et même avec tellement... le cassis, ça passe bien. Oui, Enfin, le cassis, oui, c'est une question de goût, mais la framboise a un arôme tellement puissant, puis c'est de la belle framboise que je choisis. Là, vous avez encore un périple assez long? Bah, je redescends chez moi en fait là. Direction les Pyrénées? C'est ça. Petit à petit? Ouais, tout doucement, j'ai encore bien 1 mois et demi avant de reprendre le travail, donc Oh, c'est bien. je retourne doucement. 1 mois et demi avant de reprendre le travail, mon rêve de dire ça. Vous me faites rêver là, c'est pas gentil. Encore si je vous disais combien de temps ont duré mes vacances? Combien? 5 mois. Ouais, mais vous avez quoi comme activité alors pour avoir autant de... Moi je suis saisonnière. Bien, bonne journée. Je vous en prie, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Je vais descendre, moi.